Ce documentaire est le résultat d'une initiative mise en place par le CIJA en partenariat avec les chambres de commerce culturelles. C'est tellement important pour la Ville de Montréal de s'impliquer dans des projets comme Unis dans la diversité. C'est un projet qui est porteur parce que non seulement il est porté par des jeunes générations, par des jeunes Montréalais et Montréalaises qui se préoccupent de ces enjeux-là, mais en plus, c'est une thématique qui est transversale à la Ville de Montréal lorsqu'on parle de Unis dans la diversité, mais on parle de l'importance de toutes les communautés culturelles, de tous les milieux, de travailler ensemble pour parler de diversité, pour parler de racisme, pour dénoncer les actes de discrimination. Et donc, dans ce sens-là, ça avec beaucoup de fierté que la Ville soutient des projets comme Unis dans la diversité. Bonjour, mon nom c'est Marcela Gomez et aujourd'hui nous allons parler de la communauté latino-américaine de Montréal. Les sons et la culture latino ne cessent d'occuper nos rues passantes avec des restos piquants et nos radios avec des rimes calientes. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que peut offrir la communauté latino-québécoise. Suivez-moi. Notre premier invité est Victor Harmony, né à l'Argentine et ça fait plus de 30 ans qu'il est au Québec. Professeur en sociologie à l'UQAM. Quelles sont les réalités de notre communauté qui peuvent surprendre? D'abord, le fait que la population d'origine latino-américaine constitue le deuxième groupe ethno-linguistique issu de l'immigration, le plus important à l'échelle du Québec, après les personnes arabophones. En deuxième lieu, on peut dire que, toute proportion gardée, au Québec, les latino-américains représentent 2 fois plus de personnes que dans le reste du Canada, donc beaucoup plus nombreux qu'ailleurs dans le pays. Et en troisième lieu, on peut dire que pour chaque personne qui a l'espagnol comme langue maternelle, donc quelqu'un né en Amérique latine, il y a un Québécois, une Québécoise, francophone ou anglophone, qui parle l'espagnol comme langue seconde. Par rapport aux conditions socio-économiques de notre communauté, c'est quoi votre avis? On peut dire que les latino-américains qui s'installent au Québec se comparent bien avec les autres communautés issues de l'immigration en termes de scolarité, donc année d'éducation, le fait qu'ils sont arrivés surtout comme travailleurs. En même temps, on peut voir que même si l'intégration se fait souvent de façon tout à fait positive, on remarque aussi quelques écarts au niveau du salaire, de la rémunération, en ce qui concerne les latinos, comparativement à d'autres personnes issues de l'immigration. Et surtout les femmes on regarde les statistiques, on voit qu'elles sont pénalisées dans le marché du travail. Donc il y a là quelque chose à examiner, pourquoi les femmes latino-américaines sont disqualifiées au moment d'obtenir un emploi au Québec. Victor, quels sont les stéréotypes perçus tant par les latinos que par notre société d'accueil et sont-ils réels? Je crois que parfois on confond le caractère nonchalant, jovial des latinos avec une sorte de manque de rigueur. Alors que ce n'est pas du tout le cas. En fait, justement, c'est dans ce contexte qu'on peut trouver la capacité des latino-américains justement à travailler en équipe, à faire preuve de créativité, d'innovation. Je pense qu'au contraire, le caractère latino a beaucoup apporté à l'économie québécoise et n'importe où dans le monde en fait. Bon, merci Victor pour participer dans cette émission sur la communauté latino-américaine. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, plus de 100 000 sont recensés sur l'île de Montréal et ressentent de la culture urbaine, les services et les opportunités. Le plateau Montréal devient ainsi un des premiers quartiers de choix pour la communauté. Notre prochain invité, c'est Roberto Lopez, auteur et compositeur. Roberto, merci d'avoir accepté cette entrevue. Hola et merci beaucoup pour l'invitation. Dans les années 90, tu étais étudiant à Concordia en musique jazz. Quels étaient les enjeux qui t'avaient su à ce moment? Je suis arrivé en 1994 comme étudiant étranger, donc je venais avec l'esprit ouvert à découvrir Québec, à découvrir Montréal. Et une des premières chocs culturels que j'ai eu, c'est la difficulté ou la différence dans le processus de socialisation. En Amérique latine, on s'est fait des amis très vite, les gens t'invitent souvent, viens cette fin de semaine, on fait telle chose, viens chez nous, etc. Pendant qu'ici, les gens, quand on est à l'école, tout le monde est très gentil, tout le monde est ouvert, mais une fois l'activité est finie, tout le monde disparaît, mais que les gens t'invitent à la maison et que tu
t'amènes à faire partie de leur vie sociale, ça prend beaucoup de temps. Ok. As-tu vécu des stéréotypes à ton égard? Mais oui, certainement. Quand on arrive ici, venant de la Colombie, évidemment, tout l'aspect de la drogue, du commerce de drogue, le narcotrafic, ils sortent toujours par les commentaires, par les blagues, etc. Quand les gens ne comprennent pas qu'est-ce que les Colombiens ont a vécu avec ça, l'impact qu'il y a eu dans notre société et dans la vie quotidienne de tous. Un jour, comme auteur et compositeur, quand tu vis les vivre ensemble dans la grande métropole de Montréal? Une des choses qui m'a frappé quand je suis arrivé ici, c'est le fait d'être assise dans l'autobus et écouter les gens parler dans plusieurs langues. Et aussi le fait d'avoir étudié le jazz et la musique nord-américaine, ça m'a permis comme artiste de trouver mon identité. Si je suis colombien, mais je suis québécois, je suis canadien, comment je reflète ma création artistique à partir de qui je suis, où j'habite, c'est quoi mes références. C'est souvent, je dis dans mes interviews, si j'aurais resté en Colombie, j'aurais fait une musique complètement différente de ce que je fais maintenant, parce que mes influences ne sont pas pareilles. Je les vois avec mes collègues, mes amis musiciens en Colombie, qu'est-ce qu'ils font. Si on peut explorer des tendances ou des rythmes ou des idées dans la même direction, mais c'est certain que dans mes influences, il y a beaucoup d'autres choses qui vont sortir dans ma création qui viennent de l'effet d'être ici, de partager une vie dans la société québécoise avec tout le monde. Bon, merci beaucoup Roberto pour cette entrevue. Avec plaisir et merci beaucoup pour l'invitation. Notre prochaine invitée, c'est Mamselle Ruiz, autrice, compositrice et interprète. Mamselle, merci d'avoir accepté cette entrevue. Merci à toi pour l'invitation. Mamselle, ta première grande famille au Québec, c'était le Cirque du Soleil. Quelle belle expérience de travail professionnel. As-tu des souvenirs de ton parcours d'intégration? Arriver à la famille Cirque du Soleil, c'est déjà une expérience extraordinaire. Le parcours d'intégration, pour moi, ça n'a pas été du tout facile parce que malgré que pour moi, était déjà un rêve de faire partie de cette famille depuis avant, j'avais déjà rêvé ça. Et une chose, c'est rêver, et une autre chose, c'est d'arriver là et de devoir remplir les souliers sans d'abord parler la langue de la place. Donc, mon anglais déjà était pas à top et puis mon français était inexistant. Donc, je devais faire recours à comprendre les langages non verbal d'abord et par la suite deux choses. J'ai mangé autant d'excitation puis d'émotion dans cette intégration d'immigration que de stress à cuillère grande parce que c'était vraiment pas facile. Au Mexique, on n'entend pas parler des langues différentes dans la rue. C'est quand même quelque chose de particulier de vivre ça au quotidien. Le fait d'écouter des langues différentes, des cultures différentes, des couleurs différentes, aussi enrichissant, ça allait devenir ma manière de vivre. Et franchement, je te dis, je remercie la vie pour cette richesse incroyable que c'est de vivre ensemble avec des communautés différentes. Et je ne vais jamais me fatiguer de le dire à quel point pour moi Montréal est une ville qui amène la paix autour de toutes les cultures du monde. C'est très fascinant pour moi de regarder, de vivre quotidiennement, d'avoir un musulman, d'avoir un chrétien, d'avoir toutes sortes de religions et de manières de penser qui sont en paix, qui cohabitent ensemble et il y a du respect, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment riche. Aujourd'hui, vous occupez un espace dans les scènes publiques comme chanteuse-interprète. Quel serait votre message pour la communauté? D'abord, merci beaucoup pour m'ouvrir un espace public, de un. Puis de deux, je pourrais dire aux gens qu'aujourd'hui, à nos jours, pour moi, ce qui est important, c'est que notre devoir, à nous tous et toutes, c'est de rester en santé. Et je parle plutôt de la santé mentale. Donc, faire recours à s'approcher à soi-même le plus possible, être connecté et par la suite pouvoir aller
après à construire une nouveauté parce qu'il va falloir être fort pour ce qui est en train d'arriver. Apprenons de nos enfants. Apprenons à voir comment les enfants, ils savent comment être heureux et puis ils savent comment vivre la vie de manière plus simple. C'est la seule chose que j'aurais à dire aujourd'hui avec ça. Bon, merci encore une fois, Mamselle, puis à la prochaine. Claro, à la prochaine. Nous sommes avec Orlando Arriagada, producteur et réalisateur québécois d'origine chilienne. Orlando, merci d'avoir accepté cette entrevue. Merci à toi. Bon, à ton avis, quel est le produit de l'arrivée de la communauté latino-américaine à Montréal? Moi, je suis ici depuis à peu près 25 ans. Et les premiers gens que j'ai rencontrés, des Latinos, qui pour moi, il y avait comme quelque chose qui m'a inspiré, c'est des profs chiliennes, des profs mexicaines qui travaillaient dans différentes universités. Je me rappelle encore, ma première job, c'était dans une place qui s'appelait El Palacio de la Salsa, à Coin Crémassé, Jean Talon, où on recevait tous les grands groupes de salsa de partout dans le monde. Et ça, je parle des années 1990 peut-être. Donc, je pense que l'arrivée des Latinos, et qu'est-ce qu'on a laissé les Latinos au début, c'est au niveau culturel, c'est la musique, la cuisine et aussi quelques intellectuels, des gens qui ont donné des cours et sont des profs en différentes universités québécoises. Puis pour toi, c'est quoi, qui sont comme les personnes de fierté de notre communauté ici? Surtout dans mon milieu à moi, qui c'est le monde du cinéma, la télé, il y a des noms comme Patricio Enriquez, pense au niveau cinéma documentaire. Quelqu'un que vous avez invité, que j'aime beaucoup, Roberto Lopez, quelqu'un qui a fait connaître la musique à inspiration latino ici au Québec, et je pense qu'au reste du Canada aussi. Des peintres, il y a quelques peintres que je connais aussi. Je pense que quand même, il y a une histoire, il y a des gens qui ont laissé son empreinte dans la société canadienne et québécoise. Orlando, pour toi, que faisons-nous pour rayonner et qui sont ces Latinos de succès, qui ont des succès? Premièrement, je crois que qu'est-ce qui est particulier de la société latino, des Latinos qui sont ici au Québec, on s'est intégré très rapidement à la société québécoise. Ça veut dire qu'on n'a pas un ghetto latino. Depuis que je suis arrivé ici, depuis 25 ans, presque 30 ans déjà, je me suis intégré rapidement à la société québécoise et les gens sont très accueillants. Donc, je ne pourrais pas définir c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait, mais je pense qu'il y a une attitude des Latinos de s'intégrer, parler français, parler anglais et s'intégrer rapidement. Puis pour toi, les défis qui ont été avant, puis les défis de maintenant, est-ce que ça change? Est-ce qu'ils sont les mêmes? Je ne sais pas s'il y a des gros défis. Je dirais plutôt, j'ai tout le temps dit que les gens qui vont bénéficier plus, c'est la deuxième, troisième génération parce qu'ils n'ont pas les mêmes barrières comme moi, par exemple, que j'ai dû apprendre le français. J'ai un accent très marqué, très latino parfois. Il y a des choses qui ne vont pas changer, mais je suis arrivé assez vieux ici à la société québécoise. Ayant un regard sur l'avenir, que nous réserve-t-il? Moi, je crois, comme je disais précédemment, je crois à la mixité. Qu'est-ce que nous on amène? Les mariages mixtes, les Tremblay Pérez, Tremblay González. Je pense que c'est ça pour moi, ce serait le Québec des domaines pour moi. C'est ça. Bon, merci Orlando pour cette entrevue. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu peux passer à travers nos caméras? Il n'y a pas de secret pour l'intégration. Je pense que c'est la réponse, c'est travail, travail, travail. Il n'y a pas de secret. Il faut juste travailler et être ouvert vers les autres, comme les gens sont ouverts vers nous. Donner de notre culture et recevoir de l'autre et avoir un mix de ça. Ça fait quelque chose que c'est Montréal aujourd'hui. Et c'est vivre ensemble. C'est ça, c'est important. La contribution de la culture latine pour le Grand Montréal interculturel se manifeste par son goût de découvrir la culture francophone, de profiter et de vivre au plein potentiel. Merci d'avoir écouté cette émission sur notre communauté et on se voit à la prochaine fois. Bye! Notre vision avec les chambres de commerce culturel des communautés haïtiennes, latino, chinoises, iraniennes, africaines et juives est de briser les stéréotypes et de faciliter le maillage culturel à l'extérieur du monde des affaires. Bonjour, mon nom est Gracia Kasoki Katawa
et il me fait plaisir d'être la personne qui vous fera découvrir le Montréal africain dans cet épisode de Unis dans la diversité. Ainsi, nous allons parler de la présence historique des Africains à Montréal. On va notamment découvrir la culture africaine à travers les arts. Ensuite, nous allons parler un peu de l'intégration. Comment est-ce que les Africains vivent leur intégration ici dans la ville de Montréal et quelques petits trucs pour faciliter cette intégration. Et finalement, nous allons découvrir comment est-ce que les Africains s'insèrent et sont présents dans les différentes institutions publiques et privées dans la ville de Montréal. Et puis comment est-ce qu'on crée des ponts entre Montréal, le Québec et l'international. Vous êtes prêts? Allons-y. Guy Shigoho Mushagalusa. Nous sommes ici dans votre espace, l'espace Mushagalusa, puisque vous en êtes le fondateur. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce qui vous a inspiré à mettre sur pied un espace comme celui-ci? D'abord, Montréal, qui est une ville très dynamique, très vibrante, très ouverte aussi. Mais aussi, il y a aussi mon bagage personnel, mon histoire familiale, mon historique, et aussi ma passion tout simplement pour l'art, mais aussi pour l'éducation populaire, l'accessibilité donc à la diversité culturelle. Et représenter l'Afrique pour moi, c'est à la fois un plaisir, mais aussi un honneur. Voilà. Nous sommes dans votre espace pour discuter avec vous justement de la présence historique, disons, des Africains ici dans la ville de Montréal et dans la province, et puis le rapport aux différentes sphères, que ce soit culturelles des affaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Bon, la présence historique d'abord des Noirs ici au Canada, des Africains, des Afro-descendants, elle est très, très documentée. Et moi, j'en connais un petit peu parce que je m'intéresse à ça, mais disons, je ne suis pas un expert en la matière. Moi, sur le point où je peux peut-être vous parler, c'est que l'héritage que nous, les Afro-descendants d'aujourd'hui vivant à Montréal, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'on a hérité des gens qui étaient là avant nous? Bon, c'est sûr qu'il y a des institutions comme le United Church qui est là depuis déjà plus de 100 ans. Il y a le NCC qui a fermé, mais tout le monde se bat pour le ouvrir, le Negro Community Center qui était fondé en 1927, qui est resté pendant longtemps, qui était fermé, mais beaucoup de gens. Donc, il y a quand même des institutions qui sont là déjà depuis longtemps. Mais ce qu'on peut dire, tous ces gens-là qui étaient là avant nous, ce qu'ils nous ont laissé, c'est la persévérance. Et quand je vois maintenant ce qui se passe aujourd'hui, toutes les institutions qu'on a, j'y suis vraiment très heureux, que ce soit du côté anglophone que du côté francophone. Du côté francophone, par exemple, on peut parler des grands festivals comme Vue d'Afrique, comme Nuit d'Afrique, qui ont déjà plus de 30, qui existent déjà plus de 30 ans, qui représentent très très bien. On peut parler au niveau des institutions, comme la Maison d'Haïti, qui a un bel historique, qui a un nouveau bâtiment maintenant, qui est très diversifié, qui sert beaucoup la communauté. On peut parler de la Maison de l'Afrique, on peut parler du Centre Africa, on peut parler du mois de l'histoire de Noir, on peut parler, ça je parle plutôt du côté communautaire, mais du côté business aussi, on a des gens qui excellent dans les nouvelles technologies, on a des artistes incroyables qui excellent dans plusieurs domaines, que ce soit dans l'art du cirque, comme Calabanté par exemple. Ce sont des jeunes, mais qui apportent tellement une force et puis une belle lumière à la culture montréalaise. Bon, il y a des espaces comme ici, où on a surtout les arts traditionnels, mais aussi on fait beaucoup de place à l'art contemporain aux jeunes d'aujourd'hui. Donc on a vraiment des belles institutions dans toutes les sphères. Moi, on peut vraiment faire la liste, on peut faire le beau temps. Il y a dans le domaine gastronomique, on a des restaurants magnifiques, que ce soit des Antilles, que ce soit de l'Afrique, que ce soit des gens qui font des cuisines fusion, qui mélangent tout ça à l'image de Montréal. Donc c'est très très varié et très diversifié. Et on est, je dirais même au début même de cette grande expansion des communautés afrodescendantes dans le monde des affaires. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot pour la fin et pour la suite finalement, pour l'avenir des communautés africaines ici dans la ville de Montréal? C'est une communauté à l'image d'ailleurs de tous les Montréalais de toute origine. C'est une communauté qui est très très dynamique, mais il faut dire aussi qu'il y a un bagage historique et qui est un peu plus difficile à porter. Je ne vais pas jouer les victimes, qui est un peu plus difficile à porter par rapport à d'autres groupes communautaires. Mais les enfants d'aujourd'hui
sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus créatifs, beaucoup plus éduqués aussi. Ils ont cette volonté d'échanger le monde. Quand je regarde les gens de ma génération, par exemple des 50 et plus, la plupart, ils ont travaillé surtout dans la fonction publique, dans les institutions, beaucoup de professeurs d'ailleurs. Mais les jeunes, nos enfants, ils ont tous braqué dans la créativité, dans le monde des affaires. Donc je pense que on a créé beaucoup de compétences au niveau intellectuel, mais je pense que maintenant, il y a aussi le côté financier, le pouvoir financier est en train vraiment de croître de jour en jour. Et ce qui est bien, c'est que nos jeunes d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment cette différence, cette isolation communautaire un peu qu'il y avait des gens de mon époque. Je vois nos jeunes d'aujourd'hui, de toutes les communautés, des Asiatiques, les Latino-Américains, les Afro-descendants qui créent des choses ensemble. Et je crois que l'avenir vraiment ensoleillé, même si tout n'est pas encore rose, mais l'avenir ensoleillé pour notre belle ville de Montréal. Merci beaucoup à Guy Chigao pour ce message-là porteur d'espoir pour l'avenir et puis uni dans la diversité. C'est un excellent exemple de ce qu'il vient d'évoquer, c'est-à-dire plusieurs communautés de la diversité qui travaillent ensemble afin de vous présenter le Montréal divers. Donc, la prochaine étape de notre voyage dans cet épisode de Unis dans la diversité, en fait, c'est de découvrir quelles sont justement les stratégies pour favoriser une intégration réussie pour les membres de la communauté africaine. Et puis, nous sommes très heureux de prendre l'espace Mouchagalsa comme point de départ parce que c'est un haut lieu de rencontre entre les cultures. Alors, maintenant qu'on a pu découvrir la présence historique des Africains et plus largement des Afro-descendants ici à Montréal, notamment dans le monde culturel, on se dirige vers le quartier Côte-des-Neiges où on va discuter des défis d'intégration et surtout des stratégies d'intégration des Africains ici à Montréal. Donc, on y va? L'intégration des Africains à Montréal. Bien souvent, les Africains arrivent à Montréal à travers les études, par le tourisme, par la famille, par le travail, et ce sont leurs premiers points de contact dans la ville ou dans la province. Une fois que ce premier point de contact est établi, bien souvent, il est difficile parfois de savoir comment est-ce qu'on fait pour développer davantage de réseaux afin de se trouver un emploi, de progresser dans son entreprise, par exemple. Et c'est pour ces raisons que des réseaux comme le Réseau des entrepreneurs et professionnels africains a notamment été créé. C'est pour que les Africains qui arrivent dans la ville puissent avoir un endroit où ils peuvent créer davantage de réseaux pour leurs objectifs professionnels ou sociaux, par exemple. Donc, un truc que le REPAF aimerait donner aux Africains qui sont peut-être arrivés récemment dans cette ville, ou même pour les Québécoises et Québécois qui souhaitent savoir comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à l'intégration des Africains à Montréal, c'est de savoir que les réseaux d'affaires, les réseaux professionnels et les réseaux sociaux sont des endroits importants qui permettent de propulser l'immigration, donc les Africains qui arrivent dans une ville. Les réseaux d'affaires comme le REPAF, ça peut être des réseaux qui ne sont pas nécessairement issus de la diversité, mais des réseaux comme la Jeune Chambre de commerce de Montréal, par exemple, ou le regroupement des Jeunes Chambres de commerce du Québec. Ce sont différents réseaux où les Africains peuvent se réunir pour créer des ponts avec des organisations diverses afin de favoriser leur progression professionnelle, entrepreneuriale ou sociale. Donc, ce que le REPAF veut vous passer comme message aujourd'hui, c'est réseauter. Réseauter, créer des ponts à l'intérieur de vos communautés, mais aussi à l'extérieur, au-delà de vos communautés. Allons maintenant découvrir où se trouvent les Africains qui sont dans les institutions publiques et privées, soit dans la ville de Montréal ou dans la province de Québec, et surtout comment est-ce que ces personnes contribuent à créer des ponts entre la ville et l'international. Allons alors rejoindre Rémi Franzoni, président du groupe Ingram et directeur des affaires internationales du Réseau des entrepreneurs et professionnels africains. Bonjour à tous, je me présente, Rémi Karim Franzoni, je suis le directeur Affaires internationales du Réseau des entrepreneurs professionnels africains. Je suis aussi le président du groupe Ingram. Je suis très heureux de pouvoir terminer cet épisode avec vous dans un lieu qui est très symbolique pour la diversité et pour Montréal, qui est le quartier des affaires. Comme vous pouvez le constater, derrière de moi, il y a la tour de la Bourse, il y a le centre de commerce mondial. Et c'est vraiment ici que toutes les décisions importantes économiques et politiques se passent pour la province du Québec. Autre élément que j'aimerais vous amener, c'est que le Québec est aussi l'endroit où on a eu le premier homme noir libre
Il est arrivé en 1600 avec Samuel de Champlain. Son nom était Mathieu de Costa, vous le savez sans doute. C'était un Africain, probablement d'Angola. On n'est pas sûr exactement de ses origines, mais ce qu'on sait, c'est qu'il a été engagé par Samuel de Champlain pour être le traducteur qui maîtrisait les langues des communautés autochtones. Juste pour donner un peu, mettre ça en perspective par rapport à ce qui se passe au sud de notre frontière à ce moment-là, en 1617, donc peut-être au même moment, aux dizaines d'années, vous savez, les vestiges historiques qui nous en reviennent posent débat, mais disons dans la même période, arrivaient les premiers esclaves aux États-Unis, en Virginie, 20 membres d'une communauté en Angola qui ont été kidnappés et envoyés en esclavage. Donc ça vous démontre qu'on arrive de loin, mais qu'on est déjà dans l'histoire de la fondation du Québec, dans l'histoire du Québec, les membres de la diversité africaine sont déjà présents. Mais également dans la vie de tous les jours aujourd'hui, dans les technologies innovatrices qu'on utilise, qu'on s'apprête à utiliser. En intelligence artificielle, on a quelqu'un ici qui est très connu, qui est le docteur Foutsé, un polytechnique. Dans la construction de la société québécoise aujourd'hui, soulignons aussi les contributions au niveau politique dans les principaux partis au pouvoir. On a la première femme noire issue de la diversité qui est chef de parti libéral du Québec. On a également le président du Parti québécois, M. Dieudonné Oyado, qui est un membre de la diversité africaine également. Dans le parti au pouvoir actuellement, la CAQ, on a Mme Nadine Giraud, qui est ministre des Affaires des Relations internationales et de l'immigration. On a M. Lionel Carman, qui est sous-ministre à la Santé. Donc, tous les jours, les membres de la diversité contribuent à la construction du Québec et ont contribué dans le Québec aujourd'hui. Donc, voilà, pour moi, ça clôt ce voyage avec vous. Ce que j'aimerais que vous reteniez de ce passage, c'est que nous sommes partie de l'histoire, nous faisons partie intégrante du présent et du futur du Québec, mais aussi du Canada, qui a encore beaucoup de travail à faire, mais qu'ensemble, on pourra aller plus loin. C'est ici que se termine cet épisode de Unis dans la diversité, où nous vous avons fait découvrir le Montréal africain. Nous avons débuté avec Guy Chigoro Mushagalusa, qui nous a fait découvrir un peu le parcours historique et l'apport historique des Africains ici à Montréal, mais également des Afro-descendants de façon plus générale. Et nous avons discuté de l'intégration, donc des défis d'intégration et des stratégies d'intégration des Africains. Et finalement, nous avons terminé avec Rémi Franzoni, ici à Square Victoria, pour parler de l'apport des Africains dans les institutions publiques et privées de la ville et de la province de façon plus globale. Donc, nous vous remercions d'avoir suivi cet épisode avec nous. Je suis Gracia Katsuki Katawa et il m'a fait plaisir de vous accompagner. Merci, au revoir.